mais surtout l'expérience à l'enfant, à l'internaute ou à la cible ou aux cibles visées. Parce que si à un moment, votre projet, de toute façon, il ne tient pas la route, ou il n'y a pas de cohérence, moi je parle de territoire naturel de l'enfant, c'est à un moment, les enfants, ils sont comme tout le monde, hein, c'est qu'à un moment, à chaque stade de leur vie, même si ça va de plus en plus court, de plus en plus vite, aujourd'hui ce qui est sûr, c'est qu'un enfant ou la jeunesse en général a l'habitude de consommer, que là, qu'il passe à autre chose. Hier, on parlait à l'habitude de ne pas payer. Eux, c'est la culture du gratuit. C'est pour ça qu'à un moment, par exemple, foot de rue, on est sur un modèle freemium. C'est découvrir. Un modèle freemium, c'est un modèle de paiement, au fond. Enfin, de paiement, mais avec une entrée. C'est de l'iteming. Là, il y a quand même une entrée gratuite, donc il va découvrir cet univers-là. Ils peuvent payer finalement beaucoup plus dans ce type de modèle que dans des modèles où on leur demandait de payer en amont. En tous les cas, nous, sur l'iteming, c'est pas notre modèle-là. On est vraiment sur l'iteming. Je ne suis pas en train de dire que tu vas ruiner les enfants, mais je veux dire simplement dire que peut-être c'est pas si vrai qu'ils ne veulent pas payer, c'est juste qu'ils vont payer avec plus d'exigence et en étant effectivement plus attentifs à ce qu'ils achètent. Exactement. Et je pense que pour un producteur, un auteur, quand il nous propose et quand il développe aussi des projets, moi je pense que c'est très important à un moment de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça apporte au projet? Mais aussi parce qu'on l'oublie toujours, enfin souvent en tous les cas nous professionnels, entre nos logiques de montage, nos logiques de contraintes, nos objectifs d'audience, etc. C'est qu'est-ce que ça va apporter réellement dans l'expérience et le plaisir pour l'enfant d'aller plus loin et que ce soit gratuit ou pas, à un moment de passer le cap, de le consommer. Et comment ça va enrichir, quelle valeur ajouter. Et je pense que très honnêtement, s'il y a beaucoup aussi de projets qui ne se montent pas aujourd'hui, je parle des projets en général, pas liés à ce que les producteurs nous proposent en télévision, c'est même au niveau du web, c'est un moment, quel intérêt de le faire? Je pense qu'on se ressente et qu'on mette en effet à nouveau toujours l'internaute et le téléspectateur au cœur de nos développements. On a tendance à oublier, soit pour des raisons financières, des questions d'audience, etc. Moi, en tous les cas, c'est le travail que je fais. Et j'essaye, en tous les cas, à France Télévisions, de le faire aussi bien que possible, sachant qu'on a différents, je dirais, objectifs. Et on s'appuie, par contre, contrairement à beaucoup de gens, aussi sur la force d'un groupe. Donc, on a aussi cette capacité et on propose d'ailleurs aux producteurs, par exemple, sur cette autre plateforme, on parle d'accueillir des sponsors, d'accueillir des nouvelles marques, des marques aussi qui peuvent ne pas être des marques France Télévisions, de créer des challenges, etc., dans un monde qui va être virtuel, dans un monde qui va être multilicence, multimarque. À un moment, nous avons besoin, nous, de développer la marque Ludo, de proposer du contenu spécifique pour le web et tous les nouveaux supports. Mais nous nous sommes dit, avec cette plateforme, nous allons proposer une expérience complètement différente et surtout très complémentaire de ce que nous proposons sur monludo.fr. Merci beaucoup Céline. Je vous ai demandé quelques mots, mais je voudrais vraiment des interactions avec la salle. Mais on parlait de hyperlivre, de iPad. Est-ce que vous avez des projets ou pour vous c'est dans la continuité de ce que vous avez pu nous dire? Peut-être quelques mots rapidement, Morgane, sur ce nouveau objet. L'objet. En fait, autant on fait de moins en moins la distinction entre les écrans commence à disparaître. Donc il y a plein d'écrans, des petits, des grands, etc. En termes d'œuvre, c'est à peu près la même chose. Il y a des histoires qui prennent des formes. Il y en a qui ont de la couleur, d'autres pas de couleur, etc. Puis il y en a qui auront du texte. Et puis dans le texte, il y aura des choses qui seront racontées. Il y aura des jeux, il y aura des... Et donc, voilà, il n'y a pas de schéma de ce type d'œuvre. Et donc du coup, on voit naître des projets un petit peu à mi-chemin entre tout ça, en fait. Qui se passe sur un iPhone ou sur un écran de téléviseur et qui mixe la photo. Donc on voit passer des projets. Il y a un projet sur lequel on commence à passer un peu de temps autour de la littérature, mais vraiment c'est quelque chose d'assez grand public, qui une sorte de continuité avec une œuvre passée. Voilà, donc oui, on regarde ce type d'expérience. Il y a une expérience il y a un an d'hyperlivre. Donc là, on était vraiment sur un livre tout à fait, presque classique, puisqu'il y avait des liens et donc des renvois vers des compléments d'information ou d'histoire. Voilà, donc quelque chose qui nous intéresse. Mais globalement, c'est une forme d'œuvre transmédia. Voilà. Céline, une réflexion particulière sur ces nouveaux appareils qui arrivent ou encore une fois la continuité de ce que tu as pu nous présenter de ta réflexion?
Oui, l'hyperlivre, c'est un nouveau support, un support en tous les cas intéressant. Après, il n'est pas si facile que ça, je dirais, de commencer pour nous par l'hyperlivre. Notre métier, ça reste quand même en premier la télévision. De l'intégrer dans notre réflexion, oui. Plutôt, je dirais, l'intégrer non pas comme un complément. Moi, je suis en train de travailler là, avec nos équipes pour essayer d'intégrer la réalité augmentée dans un de nos développements, plutôt que de penser absolument à l'hyperlivre. C'est comment, au cœur même du projet télévisuel de départ, on peut intégrer justement ces évolutions-là. Et puis, oui, l'iPad... Toujours sur la cohérence de format que tu évoquais tout à l'heure, et oui, le besoin d'avoir quelque chose qui prenne sens sur chacun des supports. Mais disons que je pense que pour que ce soit suffisamment fort et qu'on puisse aller encore plus loin justement dans ces expériences-là, il faut, en tous les cas pour les gens de télévision et de programme, c'est pouvoir l'intégrer dans le quotidien aussi de nos héros, je dirais. Et puis par rapport à l'iPad, oui, bien sûr. Et puis Jean Chalopin qui l'avait inventé. Des rapprochements avec le monde de l'édition, etc. Donc bien sûr, oui. D'accord. Jean-René, est-ce que vous avez des réflexions particulières sur ce support ou non, encore une fois, on va laisser la parole la salle. Bon, très bien. Merci. Merci à vous tous, c'était passionnant de vous écouter. 1000 questions, sûrement on pourrait passer toute l'après-midi, mais est-ce que quelques courageux parmi vous, peut-être il y a des micros sans fil. Si vous voulez peut-être vous présenter rapidement avant de poser votre question. Très rapidement. Bonjour, Emmanuel Miquet, je suis journaliste pour le film français. J'ai une question pour Jean-René Aucouturier, qui ne m'écoute pas. Pas du tout. Voilà. Tout à fait, je vous écoute. Ouais. Vous avez expliqué que votre logique de développement en 360 degrés était très orientée vers la génération de revenus. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement combien ça rapporte aujourd'hui ? Alors, je me souviens pas avoir dit ça. Non, mais vous voyez, comme quoi je peux avoir une mémoire courte. Donc 21 minutes après, je m'en souviens pas. Donc je vais pouvoir nier. Non, plus sérieusement, elle n'est pas uniquement orientée vers la génération de revenus. Il se trouve, Céline l'a dit différemment, et voilà, je pense que Gulli a aussi ce type de rapport. On essaye d'encourager ça. Maintenant, on est là pour expliquer très clairement aux personnes qui sont devant nous ce qui se passe dans les faits. Donc on essaye en tout cas, tout en respectant, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais quand on fait des produits sous licence Gulli, d'avoir des aspects, tous les emballages sont recyclables, etc. Donc tout ça pour répondre que c'est pas tourné uniquement vers la génération de revenus, ou en tout cas, si c'est tourné vers la génération de revenus, ça peut pas se faire sans respecter l'ADN de la marque et sans les valeurs qu'elle promeut par ailleurs auprès des enfants et des familles avec enfants. Ceci étant dit, puisque votre question portait sur un montant, sachez que le pôle télévision du groupe Lagardère ne diffuse pas ses résultats en tant que tels, mais qui sont agrégés au sein des résultats de Lagardère Active. Ce que je peux vous répondre, pour essayer de vous donner des informations, c'est des objectifs. Je dirais qu'aujourd'hui, on se dit que ce qui serait bien, c'est que 25% du chiffre d'affaires du pôle télé soit représenté par l'activité diversification. Sous 3 ans maximum. Mais 3 ans, c'est déjà long. Mais ça va très très vite. On peut dire aussi qu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans depuis 3 ans. Donc voilà. Maintenant, la diversification, c'est pas que ce qu'on a vu là. C'est aussi ce que disait Céline, c'est-à-dire ce que fait France Télévisions Distribution, mais ce qui est la production musicale. On produit, c'est aussi être du transmédia. On produit des disques, on coproduit des disques. On a créé un pôle presse qui édite 4 magazines traditionnels distribués par les NMPP, dont on a vu Gullimag, mais il y a aussi le magazine Les Récrés de Tigy, etc. Donc la diversification, c'est très large, c'est très présent maintenant au sein du groupe Lagardère. Didier Quillot, le patron de Lagardère Active, a fait des annonces assez importantes et a créé une task force autour du sujet, présente dans tous les médias. Donc c'est présent pour la télé. Gulli est un peu une tête de pont là-dessus. On a réussi des choses, la licence de marque média dont je parlais tout à l'heure, qui n'existe pas tellement en dehors. Enfin, il y a des National Geographic qui font des choses, etc. Mais c'est assez petit. Mais donc tous les autres médias souhaitent aujourd'hui se porter là-dessus, et on voit fleurir les croisières Paris Match, les produits d'édition Le Parisien, Le Figaro a fait ça aussi depuis quelques temps. Merci Jean-René. Une autre question là-haut? Oui, bonjour, Moïse Kissou, je dirige les éditions de Jungle.
On le voit avec, par exemple, ce matin, l'exemple d'Ankama, mais on a vu d'autres exemples aussi. Aujourd'hui, le cross-média, le transmédia, ça peut partir de différentes sources. Ça peut partir du producteur audiovisuel, ça peut partir du producteur de jeux vidéo. J'étais à la présentation, la conférence de presse à Annecy de France Télévisions. On voyait qu'il y avait beaucoup d'adaptations issues d'univers du livre ou de la bande dessinée. Les éditeurs sont souvent déjà en contact avec les branches diversification des chaînes de télévision. Moi, je travaille aussi bien avec TF1, France Télévisions, M6, c'est pas encore Gulli, mais ça va arriver. Est-ce qu'il ne serait pas maintenant temps d'aller finalement au bout de cette logique et d'ouvrir un guichet de relation plus direct entre les chaînes au niveau du contenu et les éditeurs, quitte à effectivement trouver ensuite des producteurs pour produire la partie audiovisuelle? Céline, est-ce que tu veux répondre? Alors, sans vouloir faire une généralité concernant les diffuseurs, chez nous c'est déjà le cas. Et, on n'a pas encore eu le plaisir de se rencontrer, mais je suis la semaine prochaine au syndicat national de l'édition. On va se parler de beaucoup de choses. Et puis, notre équipe rencontre régulièrement Julien Borde, le directeur de l'unité, et moi-même, rencontrons régulièrement en fait, les éditeurs. C'est important pour nous de le faire et il est arrivé sur plusieurs projets que le développement ne s'est pas fait via un producteur. Nous aussi, on a des coups de cœur, on peut avoir des idées, même si nous ne sommes que des gens de télévision. Mais non, sans plaisanter, on peut aussi, bien évidemment, vous rencontrer. Et puis surtout, une fois qu'on est sûr, qu'on a vraiment l'envie de faire tel et tel développement, telle adaptation, on se parle d'un producteur et voire de plusieurs producteurs. Après, c'est important que la rencontre, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on est dans des métiers à chaque fois de rencontre. De rencontre d'un projet, rencontre d'auteur. Voilà. C'est un métier de Donc, rencontre. oui, sur le principe, on le fait déjà. Merci beaucoup. Ah oui, Morgane. Alors moi, je suis pas à la division, je suis pas dans la direction du département qui gère les acquisitions et donc je ne connais pas bien l'organisation avec les producteurs, etc. Donc je ne saurais vous répondre en l'état. En plus, on est dans un format un peu particulier par rapport à des chaînes de télévision plus classiques. On s'occupe aussi de la diversification. Donc je vais faire cette réponse un peu. Non, c'est vrai que c'est le département acquisition. Alors après, vous disiez ouvrir quelque chose d'un peu formel, d'un guichet d'échange. Voilà, est-ce que c'est pour regrouper tous les diffuseurs et d'avoir une interface globale, de se fédérer entre nous pour pouvoir vous rencontrer? Enfin, je sais pas. Plus au sein je crois, du Gulli. Je pense qu'au sein de Gulli, les personnes qui gèrent les acquisitions sont assez ouvertes à la rencontre et le font au quotidien. En ce qui nous concerne, à la diversification, on écoute les gens qui frappent à notre porte et nous proposent des projets. Très bien, merci beaucoup. Monsieur? Oui, bonjour. Florent Mounier de D3D. Donc, je voulais parler un peu de notre expérience en tant que jeune producteur. C'est quand même aujourd'hui, c'est très très difficile de faire sa place sur le marché. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand même les chaînes, c'est vous, diffuseurs, qui faites aujourd'hui le choix effectivement des projets que vous voulez pousser, qui allez pousser les projets. C'est-à-dire quelle est la place réellement du créatif aujourd'hui? C'est-à-dire qu'arriver avec un projet créatif, c'est une chose, mais est-ce que aujourd'hui c'est pas plus l'identification d'une idée et ensuite effectivement le fait de mettre les moyens financiers, donc d'aider aussi donc le producteur ou le créatif à vraiment le développer en tant que produit de licence et marketing, qui crée effectivement le produit qui devient après un produit créatif à succès. Aujourd'hui, quelle est la réelle porte d'entrée pour un producteur qui veut essayer de pousser un projet? Aujourd'hui, on n'a pas le choix que même en tant que petit producteur, de mettre de plus en plus de moyens pour avoir une réflexion de marketing, de licence. On ne peut pas juste produire le projet et l'amener en tant que projet créatif. J'ai l'impression qu'il faut qu'on ait vraiment une réflexion beaucoup plus large autour du produit pour arriver à ce qu'il puisse ensuite susciter une base d'intérêt pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité des producteurs qui fonctionnent en France, c'est quand même les 3/4 du temps toujours les mêmes. Alors c'est toujours les mêmes, pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens financiers, forcément, parce qu'à partir du moment où on donne la chance à un producteur de pouvoir avancer sur un premier projet, on lui donne beaucoup d'argent.
c'est beaucoup d'argent. Donc c'est aussi des moyens de pouvoir ensuite développer d'autres produits derrière. Donc c'est amorcer la pompe, c'est démarrer et avoir la première chance. Alors voilà, si on n'a pas cette première chance à un moment donné, il faut effectivement en interne mettre petit à petit les moyens, rentrer des financiers, rentrer des moyens financiers relativement importants pour être capable de développer. Alors c'est vrai qu'on a du mal à voir de quelle manière on peut arriver à un moment donné à réellement, enfin, rentrer en contact, c'est une chose, mais rentrer en contact pour arriver à ce que ce projet ou un projet puisse être développé suffisamment pour pouvoir avoir une chance d'exister à un moment donné. Alors, je vais rebondir sur les deux exemples que j'ai donnés. Un, que ce soit difficile pour des jeunes producteurs, c'est pas nouveau. Et ça n'a rien à voir avec le global média. Je pense que c'est toujours difficile de commencer parce qu'en effet, il faut avoir la première fois pour plus facilement derrière faire la deuxième. Enfin, les règles changent quand même régulièrement. C'est-à-dire que d'année en année, les règles changent dans les télévisions, les règles de fonctionnement autour des produits évoluent et changent. Donc c'est pas facile de suivre la réalité des tendances qui font que le produit existe. Ça, c'est pas la même chose. Parce que je ne vais pas esquiver la question sur la difficulté à un moment pour pouvoir proposer un projet. On a une équipe de 17 personnes. Vous avez, on n'est pas 17 à se déplacer à chaque déplacement, mais notre porte est toujours ouverte. À côté de ça, si je prends par exemple l'exemple de Ninon et les grandes vacances dont je viens de vous parler, je peux vous en donner d'autres comme ça. Ninon, c'est la société Ciel de Paris. Ninon, ce projet, ça a été une rencontre avec une productrice qui vient du documentaire. Donc moi, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Elle ne connaissait rien à l'animation. Elle avait juste envie de faire un très beau projet d'animation. Je crois qu'à un moment, c'est pas si on est petit, gros, connu, pas connu, enfin gros producteur, pardon, connu, pas connu, qui va faire la différence. C'est le projet. Le projet, est-ce qu'il correspond? C'est vrai que des fois qu'il y a une question de timing, etc. Mais nos besoins changent. C'est pas que nous changeons, nos besoins changent. On se fixe des priorités. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, en effet, c'est d'écouter de plus en plus nos attentes, parce qu'on se retrouve quand même dans une période où justement tout bouge très vite. À France Télévisions, on essaye avec Julien de vraiment de faire des appels précis à idées, de pitcher et puis surtout de dire voilà ce qu'on recherche en priorité. Mais à un moment, on attend aussi le projet qui va nous faire, entre guillemets, changer d'avis. Ça, oui, 100% oui. Mais à un moment, c'est le projet, le contenu. Et juste une dernière chose qui est importante. Tout à l'heure, vous parlez de créativité. Pour moi, la créativité, elle ne passe pas par l'aspect global média. Et par contre, tout ce qui est développement, nous, on s'engage, on développe, et ce sont des développements qui nous coûtent de plus en plus cher, puisqu'en effet, on doit intégrer dedans la notion de diversification, enfin de global média plutôt. Et le projet de départ peut ne pas en avoir, mais par contre, l'intégrer avec la rencontre avec l'auteur, le producteur. Je prends les grandes vacances, il n'y avait pas de producteur. Le producteur, c'est nous qui l'avons proposé à Delphine et Olivier Inuesa. Voilà, ça se fait aussi comme ça. Ça existe. Donc j'espère, Morgane voulait rajouter quelque chose, mais j'espère en toute cette cause que ce table ronde vous aura donné quelques idées et peut-être l'opportunité de futurs projets. Cette trans-question est très intéressante. Et j'ai une réponse, et ça rejoint peut-être la question précédente. Nous, on a lancé... en 30 secondes, si possible, la réponse. 30 secondes. On a lancé différents appels à projets cette année qui permettent justement de voir plein de projets en fonction d'un cahier des charges bien défini, donc transmédia, cross-média, etc. Il y avait une problématique à l'intérieur qui était assez importante, qui était la dimension business. On demandait aussi aux producteurs, auteurs, d'arriver déjà avec des idées un petit peu de business. C'est vrai que ces nouveaux types de dispositifs et ces nouvelles histoires qui sont complètement distribuées et éclatées sur plein d'écrans, qui ont chacun des modèles économiques complètement différents, suppose que les auteurs, les producteurs doivent aussi intégrer ces modèles économiques spécifiques. L'iPhone, vous connaissez les modèles économiques de l'iPhone, on connaît ce qui se passe sur le web avec la publicité. Donc c'est comment l'auteur arrive aussi à intégrer ces éléments-là dans la narration. Je vais faire ça. Je vous remercie Morgane de cette précision. Donc j'espère en toute état de cause que cette réflexion et cette heure et demie d'échange vous aura donné quelques clés de lecture pour vous, producteurs, vous, auteurs, aborder ces différents partenaires de très haute qualité que je remercie chaleureusement d'avoir partagé avec nous leur réflexion transmédia. Merci à vous trois. On fait après.
une petite pause, on se donne rendez-vous dans un tout petit quart d'heure pour la fin de cet après-midi.